Bonjour, merci de vous joindre à moi dans cette discussion de 40 minutes. Alors je vais vous parler je m'appelle Ewan Chardronnet, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Roscosmo et je reviendrai sur le nom un peu plus tard. Mais je vais me présenter rapidement et puis des activités qui sont précédentes en lien avec ce projet. Je commençais dans les années 90, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait Association des astronautes autonomes, donc qui était, on va dire, dans une époque post-soviétique, fin des années 90, sur la question de l'accès au spatial, au champ du spatial, et la critique de, on va dire, le fait que de la militarisation de l'espace à l'époque et aussi de l'exploitation commerciale et des intérêts étatiques, et donc de penser qu'on pouvait développer des programmes spatiaux, des initiatives indépendantes, citoyennes, etc. Donc c'est un groupe qui a existé jusqu'en 2001, qui existe toujours aujourd'hui plutôt comme un groupe Facebook, mais qui est un réseau qui est toujours existant. Ça m'a amené à rencontrer par exemple des artistes de Slovénie. Ici, j'ai participé ensuite, ça c'est vers 2002-2003, ça c'est à Venise en 2003, au projet Macrolab de l'artiste slovène Marko Pedian, enfin initié par Marko Pedian. Et donc j'ai participé, travaillé pendant 2 ou 3 ans sur ce projet d'habitat autonome qui se positionnait dans des zones isolées en Europe. Ici c'est sur un îlot dans la lagune de Venise. On avait aussi travaillé en Écosse en montagne. Voilà, j'ai aussi rencontré dans ce contexte d'autres artistes slovènes qui ont participé aussi au réseau astronaute autonome. Le collectif qui s'appelle Post Gravity Art aujourd'hui, initié par un artiste qui s'appelle Dragan Živadinov, qui était un des initiateurs du New Slovenish Coach NSK dans les années 80, si vous connaissez. Et en 2012, c'est une photo d'un lieu qu'ils ont ouvert en 2012 dédié à la culture spatiale, ça s'appelle le CSEV, Centre culturel des technologies spatiales européennes, qui a été construit dans les Alpes slovènes, un peu à l'ouest de Maribor. Qui est donc un lieu voilà, dans un petit village de montagne, dans un village où était né Herman Potočnik, le fondateur, la première personne à avoir conceptualisé une station orbitale en forme de roue qui reproduirait la gravité, d'où la forme géométrique, un peu une roue tombée du ciel du centre culturel. Et il m'avait sollicité à l'époque pour faire partie du comité de pilotage. Donc comme on a vu dans les photos précédentes, j'avais aussi fait un vol en apesanteur en 2003 en Russie avec ces mêmes personnes. Et voilà, donc c'est un peu un réseau qui continue d'exister. Le CSEFT existe, est ouvert il y a 5-6 ans maintenant en Slovénie. Et c'est avec ces personnes que je travaille aujourd'hui sur le projet Roscosmoe dont je vais vous parler. J'ai aussi participé ici en 2013 à un vol d'entraînement à l'apesanteur à Bordeaux, au CNES. Donc c'était un vol touristique, c'était le premier vol touriste, c'est-à-dire où on vend les billets. C'est 4 000 € à l'époque, et moi j'étais invité au titre de représentant le lieu multiple, qui est un centre culture scientifique et technique de Poitiers, avec un département art numérique. Et donc dans ce contexte, j'avais été participer à un vol apesanteur. Donc voilà, le contexte spatial, ça fait donc assez longtemps que je travaille dans ces relations, on va dire, culture spatiale, réécrire, on peut repenser l'histoire spatiale. Donc ça c'est en 2014, j'ai travaillé sur un livre qui s'appelle Mojave Filifani, que vous pouvez trouver à la boutique d'ailleurs, qui reprend un peu la fondation du programme spatial américain, particulièrement le Jet Propulsion Laboratory, qui a été fondé en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, au départ dans l'effort de guerre, pour, on va dire, décollage assisté d'avions, puis missiles, etc. La particularité de ce laboratoire, c'est que le premier directeur était Frank Malina. Je me suis intéressé à cette personne donc, qui a créé en 1943, qui a été le premier directeur exécutif du JPL en 1943, mais qui ensuite a été, comme il avait été adhérent du Parti communiste américain quand il était étudiant en 1938-1939, il a été pourchassé par le macartisme dans l'immédiate après-guerre et a fui les États-Unis et s'est installé à Paris. Et dans ce contexte, j'ai rencontré son fils un jour. Frank Malina avait créé plus tard la revue Leonardo, qui est une revue d'art et sciences qui fêtait récemment ses 50 ans.
et donc qui est aujourd'hui administré par son fils Roger Malina, qui m'avait introduit sur les archives familiales de cette période-là. Très intéressante puisqu'on découvre un peu cette chasse aux sorcières des scientifiques dits communistes ou de gauche dans la période immédiate après-guerre. Donc le livre reprend un peu, ça va de 35 à 55, ça reprend donc là tout le processus à l'université, la création du laboratoire, puis après comment toute cette équipe a été pourchassée, puis en procès. Donc il y a toute la deuxième moitié du livre, c'est les procès du macartisme, la chasse aux sorcières. J'ai aussi participé, le GPL opérait à White Sands au Nouveau-Mexique, et en 2015 j'ai rencontré Thomas Saraceno qui en ce moment a une grosse exposition au Palais de Tokyo à Paris, et il m'avait proposé de venir faire le test de sa première montgolfière aérosolaire homologuée à White Sands, devant la base de tests militaires, dans un contexte où c'était un mois avant la COP21, dans l'idée de montrer le film de l'action à Paris pendant la conférence climat de 2015. Ici, c'est le samedi dernier. Dans le contexte de l'exposition, il y a eu aussi nouveau le même ballon, mais cette fois-ci à Fontainebleau à Paris. Voilà, je suis aussi avec le collectif Bureau d'études. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe qui travaille beaucoup sur la cartographie tactique. On a créé un collectif qui s'appelle la Planète Laboratoire. Donc on a un mode de fonctionnement où on opère un travail de recherche sur un journal un peu mené par des artistes et qui aborde de manière critique certains domaines. Ça c'est le numéro 5. Donc ça c'était en 2015. Pour ce numéro, on avait contacté Donna Haraway, puisque sur le thématique de la question de la xénopolitique de l'Anthropocène, on avait voulu inviter Donna Haraway à contribuer au journal, particulièrement pour publier à l'époque son manifeste Cthulhucène. Ça nous intéressait particulièrement puisque, dans mon cas, vraiment particulièrement puisque elle va chercher dans la biologie marine et dans les symbioses marines. Par exemple, pour le texte, elle avait proposé cette peinture de Shoshana Dubiner qui s'appelle Endosymbiose, hommage à Lynn Margulis. Lynn Margulis, c'est biologiste de l'évolution, spécialiste, c'est la théoricienne qui a posé la théorie de l'endosymbiose. À la fin des années 90, elle a fini par être reconnue. Elle a travaillé de nombreuses années, elle est décédée aujourd'hui, mais on pourrait considérer comme une des plus grandes biologistes de la fin du XXe siècle. Endosymbiose, c'est donc une théorie qui postule que les plantes et les mitochondries des cellules eucaryotes dérivent de bactéries endosymbiotiques, c'est-à-dire qu'une symbiose dont un des partenaires, un endosymbionte, vit à l'intérieur des tissus ou des cellules de l'autre partenaire. Donc on parle de symbiogénèse. Donc c'est particulièrement connu dans les cnidaires, les anémones de mer, les récifs coralliens, etc., et qui contiennent des zooxanthelles, des microalgues dans leurs tissus. Donna Haraway parle également du coup de sympoïèse pour expliquer que la symbiose n'est pas du tout une exception dans le vivant, mais plutôt une règle universelle qui préside à l'organisation et à l'émergence du vivant. Et donc il n'y a aucun autre organisme qui n'établisse pas de partenariat avec d'autres. Ce matin, je crois que vous avez peut-être assisté à la conférence de François-Joseph Lapointe qui a beaucoup parlé de microbiote. On est dans ce même logique. Donc voilà, donc Haraway parle de sympoïèse en opposition à l'autopoïèse. Donc sympoïèse, c'est la collaboration dans l'évolution. Pourquoi donc j'aborde Margulis en particulier? Un autre projet qui nous a beaucoup influencé, donc c'est toujours ses amis et collègues de Slovénie, donc en particulier Spela Petric et Robertina Sebjanic, Robertina Sebjanic a une installation au Beffroi aujourd'hui sur travail avec les méduses. Et elles avaient toujours vers 2014-2015 posé un projet un peu on va dire très science-fictionnel sur une éventuelle alliance symbiotique humain-algue qu'elles avaient appelée Humalga, une sorte de transespèce qui joint l'humain et l'algue. Ça fait partie donc de un peu le terrain qui nous amène à travailler ensemble avec en particulier donc Spela Petric, Robertina Sebjanic et les personnes du XEUT que je vous ai présenté auparavant. Alors notamment, moi ça m'a particulièrement ça a été une forme
presque une révélation d'aborder ces questions-là, donc aussi bien via Lynn Margulis que via le travail de Robertina Echpella, parce que je viens d'un village en Bretagne qui s'appelle Roscoff, où il y a une station de biologie marine du CNRS, une des plus importantes de France. Pour l'Atlantique, c'est la plus importante, donc ça dépend de l'université Sorbonne. Et il y a des masters en écologie marine, en biologie marine. Et donc moi, je viens de cette ville et je connaissais un certain nombre de scientifiques au CNRS de Roscoff. Et j'ai, avec Xavier Bailly, qu'on voit un peu en bas à gauche, un scientifique qui dirige un laboratoire spécifiquement spécialisé sur la question des symbioses marines, on a décidé à monter un projet de résidence d'artistes. Donc on a invité effectivement Echpella Petric et Robertina à venir travailler avec nous au laboratoire et commencer à démarrer des projets. Donc on a abordé différentes espèces symbiotiques. En haut à gauche, c'est cette limace qui s'appelle Elysia chlorotica. C'est une limace de mer qui est en forme de feuille. Elle incorpore des microalgues qu'elle mange les algues et elle garde les chloroplastes dans son épiderme. Et quand elle n'a pas de ressources alimentaires à proximité, elle va se nourrir de la photosynthèse des microalgues qu'elle a gardées dans ses tissus, d'où cette forme en forme de feuille. Mais il y a une autre espèce, durant cette résidence, ça c'était en 2016, durant cette résidence on avait collecté quelques Elysia chlorotica, mais donc mon collègue Bailly travaille en particulier sur ce petit ver en bas à droite, qu'on trouve sur toute la côte atlantique, on va dire de Faro, Portugal, jusqu'au Pays de Galles, mais c'est une espèce qui a été décrite à Roscoff dans cette centre de biologie marine à la fin du 19e siècle, à l'époque où darwinisme très fort, où on cherchait des recherches, d'un point de vue néo-lamarckien, que ce n'était pas que l'héritage génétique qui pouvait dominant dans l'évolution du vivant. Donc c'était par exemple les recherches sur les lichens, qui sont des champignons, etc. Et cette espèce-là qui intriguait les scientifiques, qu'on trouvait sur l'estran, donc il y a un petit ver qui fait 3-4 mm comme ça, qu'on trouve sur l'estran c'est-à-dire à marée basse, sur des sortes de traînées vertes qu'on voit quand la mer descend. Alors, on peut croire que c'est des algues, en fait non, c'est ces petits vers de 3-4 mm par grande colonie qui sortent du sable quand la mer descend. Et ce sont des animaux aussi photosymbiotiques, c'est-à-dire que contrairement à l'Elysia, donc ils n'ont pas de système digestif, ils vont incorporer les microalgues dans l'environnement et les conserver dans leur épiderme et l'utiliser pour la photosynthèse. Mais ils ne vont pas du tout se nourrir par ailleurs, donc ils ne se nourrissent que de photosynthèse. Donc encore d'autres photos sur l'estran. Ici, un peu en gros plan, on voit une colonie de ces petits vers. Donc quand on se penche un peu, on s'aperçoit que ce ne sont pas des algues, mais que ça bouge, ça frétille comme des petits vers. Donc ça a été décrit effectivement à Roscoff. Ici, on voit des gravures de la fin du 19e siècle où progressivement on a compris que ça pouvait générer de la photosynthèse. Donc voilà, on voit les chloroplastes, les gravures sont magnifiques. On se demande comment il fallait travailler avec les microscopes rudimentaires qu'ils avaient à l'époque. Environ vers 1910-1920, un scientifique, donc Frédéric Keeble, prouve et démontre que c'est bien de la photosynthèse que réalisent ces microalgues dans les tissus de l'animal, et donc écrit un livre qui s'appelle Plantes animales, donc des animaux plantes, une manière de les décrire, puisque c'est pas tout à fait un animal, pas tout à fait une plante, et il pose cette idée de symbiose animal-plante, donc ça c'est vers 1910. Donc aujourd'hui, 100 ans plus tard, le laboratoire de Roscoff, il y a une grande discontinuité dans la recherche scientifique, donc on passe ensuite dans les années 20, 30, 40, ça disparaît un peu, mais c'est restauré notamment par Lynn Margulis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui à partir des années 50 commence à s'intéresser à ces symbioses. Elle s'intéresse en particulier à cette espèce dans ses recherches, et ces dernières années, donc il y a environ une quinzaine d'années, le laboratoire de Roscoff a réussi à reproduire le cycle de vie de l'espèce en question. C'est-à-dire qu'on voit, parce qu'on ne comprenait pas comment ça pouvait
fonctionnait l'incorporation des microalgues, etc. Et donc ils ont réussi à reproduire le cycle de vie en laboratoire, donc du stade adulte des embryons. On voit les juvéniles qui sortent et qui, donc au départ, sont tout blancs, les petits vers en question, c'est vraiment du micro, tout petit, à demi-millimètre, le petit ver juvénile. Il va à un moment donné incorporer la microalgue qui se trouve à côté de lui et la conserver pour le reste de son existence sous son épiderme. Donc le cycle de vie a pu être reproduit, ce qui entraîne et amène beaucoup d'idées pour la recherche en question. Donc ici, une vue sur les cocons. Une étude récente aussi a montré qu'ils avaient un comportement, donc dans un bain, ils avaient des comportements un peu spiralés, donc ils s'agglomèrent, parce qu'ils libèrent des mucus dans leur peau, ils vont se coller les uns aux autres et vont avoir des formes spiralées. Vu qu'ils réalisent la photosynthèse, ils dépendent évidemment de l'ensoleillement, mais aussi des cycles des marées, puisque c'est à marée basse seulement qu'ils peuvent sortir de la mer. Ils sont dans des fines couches d'eau. Et on a pu constater récemment que quand on les sort de leur environnement, c'est-à-dire quand on les prend et qu'on les met dans un frigo, mettons, dans le laboratoire, ils vont reproduire avec leur rythme, un rythme circadien peut se manifester, ils vont reproduire le cycle des marées, c'est-à-dire que tous les 6 heures, ils vont monter et descendre en haut du tube en conservant ce rythme du cycle lunaire de 6 heures pour démarrer. Donc différentes recherches potentielles. Ici c'est une photo d'un kit que le laboratoire a développé et qu'on a beaucoup travaillé avec dans des contextes d'ateliers bioart. Ici c'est Robertina Sebjanic, des photos qu'elle avait réalisées dans un workshop il y a quelques temps en Slovénie. C'est un kit parce que cette espèce, donc ce petit ver, a la particularité d'avoir un peu le même comportement que les coraux. C'est-à-dire que le ver, si on lui insère dans un milieu aqueux trop acide, du type acidification des océans, un réchauffement climatique, pénétration du carbone dans l'eau, si l'eau est trop acide, le ver va rejeter, va plus supporter l'algue dans son épiderme, il va la rejeter hors de son corps, et sans l'algue évidemment, comme il n'a pas de système digestif, il va mourir. Donc c'est ce qui se passe pour les récifs coralliens également. Là, c'est l'eau trop acide, le corail va rejeter son endosymbiote et va blanchir ou voire mourir pour le cas des coraux. Donc ce kit biologique a été développé de manière à pouvoir appliquer et montrer par des manipulations simples donc ce phénomène cet impact du réchauffement climatique et de l'acidification des océans, en particulier dans les travaux pratiques, dans les classes de sciences de la vie et de la Terre dans les lycées en France. Donc on en a travaillé aussi en contexte artistique, mais c'est aussi un kit à destination des scolaires. Évidemment, puisque c'est un animal qui ingère le carbone et va produire l'oxygène, on s'y intéresse d'un côté de photobioréacteurs, c'est des cultures de microalgues qui permettent de recycler le carbone en oxygène. Donc c'est aussi un animal intéressant pour comprendre ces principes et est-ce qu'on pourrait domestiquer la photobioréaction. Peut-être je vais vous montrer une petite vidéo, ou mettre une vidéo en fond. On voit un peu plus l'espèce dans son environnement, c'est pas celle-là. Non, pardon. Hop, décidément. Voilà. Donc, en avril dernier, on a commencé une nouvelle étape dans le travail. Après tous ces ateliers qu'on avait pu mener sur montrer l'organisme et le modèle biologique comme un moyen de comprendre le réchauffement climatique. C'est notamment des ateliers qu'on avait menés dans différents contextes, donc la COP21 en 2015, mais dans d'autres contextes par la suite. À un moment donné, Xavier Bailly, donc le scientifique du laboratoire des modèles marins multicellulaires de la station biologique, me suggère et me dit que ça l'intéresserait
d'étudier l'animal dans des conditions d'apesanteur. Pourquoi? Notamment parce que on voit qu'il continue d'avoir un rythme circadien de haut et de bas. C'est la fin. Je ne peux pas couper le son, mais si vous pouvez couper le son. Donc comme il, par exemple, reproduit ce rythme lunaire de ce balancier entre haut et bas, on peut se demander comment il peut réagir dans un contexte d'apesanteur. Par ailleurs, c'est un animal, si on lui, dans des recherches récentes, ils ont montré aussi, comme beaucoup d'autres espèces marines, qu'il pouvait régénérer ses tissus. Là, ici, on voit un marais, il va descendre et monter. Il descend dans le sable, il ressort en fonction de l'ensoleillement, de la lumière. Donc, il est vraiment phototrophe, photosensible. On y approche de la lumière, ils viennent se concentrer autour de la source lumineuse. En revenant sur la question, donc, il peut régénérer ses tissus, c'est-à-dire que si on lui coupe la tête, elle repousse. Donc il a une capacité de régénérescence de tissus, comme les étoiles de mer, comme les anémones, comme différentes espèces symbiotiques à cette capacité-là. L'année dernière, en 2016, la NASA a mené des expériences sur un petit ver marin un peu similaire, toujours un ver plat de ce même taxon, mais d'eau douce. Ils lui ont coupé la queue et l'animal en apesanteur a poussé 2 têtes. Donc ça a généré beaucoup de papiers scientifiques et c'est vrai que de là venu l'intérêt de peut-être aussi étudier le ver de Roscoff en question dans un contexte de recherche spatiale. Étant donné qu'effectivement, de mon côté ou du côté de nos collègues en Slovénie, on avait beaucoup de contacts dans le domaine spatial, on s'est associés tous ensemble pour essayer de porter la recherche vers une étude dans la Station spatiale internationale, notamment avec les contacts en Russie qu'on avait élaborés auparavant. Donc je laisse un petit peu dérouler. Donc voilà, quelques prises de vue qui faisaient partie d'une installation qu'on a présentée au mois de juin sur une exposition sur la vie aux limites en Irlande, à la Science Gallery de Dublin. Et donc aujourd'hui on est entré dans une idée de faire voyager, d'emmener ce petit ver dans une recherche dans l'ISS. Bon, je vais arrêter là. Et je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc, en dehors de mener le centre culture spatiale en Slovénie, l'équipe de Mia Turcic, Dragan Jivadinov font partie d'un collectif qui s'appelle Post Gravity Art. Donc, c'est un groupe de théâtre, théâtre abstrait slovène qui existe depuis assez longtemps. Donc, comme je vous ai expliqué, ils ont travaillé sur Herman Potočnik, sur la station orbitale, etc. Et on avait un projet d'envoyer une mission spatiale, un satellite un peu abstrait à expédier depuis la Station spatiale internationale. Donc on s'est un peu associés ensemble pour mettre en place une coopération donc France, Slovénie et Russie pour amener notre petit ver marin dans l'ISS. Donc vous voyez à gauche donc cette expérimentation en orbite avec un satellite envoyé depuis l'ISS, l'expérience scientifique donc autour du ver symbiotique et donc une association ensemble pour avoir une mission, puisqu'évidemment c'est pas si simple que ça d'obtenir une mission avec l'agence spatiale. Ce qui est assez amusant, c'est que donc le ver s'appelle Roskosmos, c'est le nom scientifique. L'agence spatiale russe s'appelle Roscosmos. La ville où on a travaillé s'appelle Roscoff en Bretagne, donc d'où le nom du projet qui est devenu Roscosmoé, comme si ce ver marin depuis très longtemps avait absolument envie d'aller dans l'espace et que nous on était simplement les véhicules pour l'aider à y aller. Donc aujourd'hui, au printemps, on a fait donc cette nouvelle résidence de préparation
de la recherche pour l'ISS. On a obtenu l'intérêt, disons, Xavier Bailly, le scientifique, et Mia Surchich, donc le designer sloven, sont allés en Russie présenter la mission auprès de Roscosmos. Donc les Russes ont validé l'intérêt scientifique du projet. Donc aujourd'hui on est dans rédaction d'un protocole de coopération avec Roscosmos. Il faut comprendre que si on était passé par le circuit classique français, c'est-à-dire si on était allé auprès du CNES pour essayer de défendre notre projet, puis le CNES devant aller taper à la porte des Russes, entre France et Russie, beaucoup de relations diplomatiques, ça veut dire relations commerciales, donc ils nous auraient fait payer très cher, et le CNES n'aurait certainement pas accompagné le projet en tel quel, ça aurait été très très difficile, en 10 ans on y serait encore, disons. Le fait que par le travail arrêt sciences mené depuis 15 à 20 ans, que ce soit fin des années 90, astronautes autonomes, mais aussi les différents projets qu'ont pu mener le Centre culture spatiale slovène, ça a permis d'accélérer beaucoup les processus, c'est-à-dire que, disons que Russie-Slovénie, c'est de la coopération culturelle, alors que Russie-France, c'est plutôt une relation commerciale. Donc on a une association symbiotique avec nos collègues slovènes qui a permis de brûler de nombreuses étapes. Aujourd'hui, le CNES, maintenant que les Russes ont validé l'intérêt scientifique de notre projet, vont nous accompagner sur différents aspects. On travaille par exemple sur la préparation d'un robot Clinostar. Un Clinostar, c'est un random positioning machine, c'est un robot qui tourne comme ça sur trois axes, qui fait perdre le sens du haut et du bas. C'est un dispositif qui permet d'étudier les plantes ou de préparer, disons, des études sur le végétal ou sur cellules vivantes sur Terre, et qui sont des études préliminaires de recherche spatiale. Donc on est en train de développer avec une association qui s'appelle Open Space Maker en France, qui est donc plutôt le projet open source issu de Fab Lab pour la recherche spatiale, un robot Clinostar open source qu'on a eu le premier prototype, j'ai pas des images encore, mais qui a été la preuve de concept a été développée là cet été, et on va commencer à les différentes étapes de validation de la mission, parce que même si on a l'intérêt scientifique prouvé, on doit d'abord faire des tests en colonne d'accélération, on doit faire des tests de radiation, des tests en clinostat, etc., avant d'avoir tout rempli, toutes les cases pour montrer que notre petit verre est capable de voyager dans une fusée et passer du temps dans l'ISS. Par ailleurs, on doit développer un habitat pour le Roscosmos 6, un habitat pour l'ISS, parce que bien évidemment, ce n'est pas les astronautes qui vont faire des manipulations compliquées. Ils ont en gros quelques boutons à appuyer, voire on pourra peut-être piloter une partie des expériences depuis la Terre, mais il faut autonomiser au maximum l'habitacle, de petits aquariums de vers marins, pour mener les différentes expériences. Donc on a travaillé, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les vidéos, sur un premier test de module pour la Science Galerie de Dublin cet été, donc de manière à avoir une colonie de vers de manière totalement autonome pendant 3 mois, avec une régénération de la qualité de l'eau, etc., de telle manière que les vers et les éclairages nécessaires pour qu'ils se nourrissent, de telle manière que pendant 3 mois, il n'y a aucune intervention extérieure. Donc c'est les premiers tests de modules d'habitat. Donc dans les expériences scientifiques qu'on va devoir mener, on va avoir la durée de vie de l'organisme en microgravité, leur comportement, valider s'il est capable de survivre en microgravité, étudier la durée de vie de l'espèce. On ne sait même pas combien de temps, quelle est la réelle durée de vie de l'espèce Roscosmos 6 pour le moment, mais étudier en fonction de la microgravité. Donc évidemment, ce qu'il faut, c'est la lumière, de l'eau analogue à l'eau de mer, des nutriments essentiels, vitamines, etc. Ouais, enregistrement du rythme circadien, les déplacements vers la lumière, et donc de la photographie. Donc ensuite,
l'étude des cocons et du développement des juvéniles. Est-ce qu'ils vont bien faire la captation de microalgues et le développement des algues elles-mêmes dans leur état libre dans l'eau. Donc là c'est voilà, des éléments de protocole en cours de rédaction. 10 à 20 jours d'études, on imagine à peu près. Donc l'injection des microalgues par l'animal, est-ce qu'il va continuer à se comporter comme cela? La régénération donc des tissus, comme je vous le disais tout à l'heure, si on lui coupe la tête, etc., est-ce que envoyer une partie avec des têtes coupées, est-ce que les têtes vont repousser en conditions de microgravité, puisque évidemment la croissance des tissus en gravité zéro est une question importante. Voilà. Parallèlement, donc, cette plateforme technologique, on aura aussi donc, le satellite qu'on doit propulser en dehors de l'ISS doit reproduire, là ce sera une modélisation informatique de l'espèce en question, dans une condition totalement abiotique en dehors de la station spatiale. Est-ce qu'on peut étudier le comportement du modèle si jamais il était envoyé en dehors de l'ISS. Donc on a, je vous raconte ça parce que on est vraiment dans un protocole en cours de développement. On est en quelque part à mi-parcours, on espère, mais on doit en ce moment valider les questions de propriété intellectuelle avec le CNRS en France, la rédaction du protocole avec les Russes. Ils nous promettent qu'une fois cela franchi, ça devrait accélérer. Ça devrait aller assez vite. Mais en dehors donc, de la pure, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé la science cette année, puisque sans un protocole très clair scientifique, on n'irait pas beaucoup plus loin dans le domaine arts et sciences. Pour autant, on s'est donné des objectifs à court et à long terme. On veut s'intéresser à la question de l'écologie spatiale et qu'est-ce qu'une écologie spatiale. Les astronautes qui sont dans la Station spatiale internationale, derrière chaque action qu'ils mènent, il y a environ 10 personnes. S'ils ont 30 jours, 60 jours dans l'ISS, on peut multiplier par 10 chaque action. Donc c'est des milliers de personnes qui travaillent derrière un individu. À chaque fois qu'un astronaute a un problème, c'est Houston, we have a problem. Ils ne prennent jamais de décision par eux-mêmes. On pourrait dire que ce sont quasiment des robots, des machines, et pas réellement des humains. C'est déjà autre chose. Donc si on veut, et avec tous les effets actuels de propagande sur la conquête de Mars, etc., et SpaceX, si on veut tout ça, on ne pourra jamais aller vivre Mars ou ailleurs sans amener une écologie avec soi. Les missions spatiales telles que se dessinent pour le moment, c'est à 2 ans de voyage, si c'est Houston où il y a le problème, si c'est un contact direct avec la Terre, on ne peut pas donner beaucoup d'espérance à des missions qui s'installeraient sur Mars. Donc il faut amener avec une écologie avec soi. De ce côté-là, l'agence spatiale européenne a développé un programme qui s'appelle, en moyen terme, on voit ici Microecological Life Support System. MELISA, c'est un programme, le programme MELISA de l'agence spatiale européenne qui travaille donc justement comment constituer des écologies un peu plus durables dans le contexte de l'ISS ou d'autres missions spatiales. Donc ça veut dire qu'ils étudient effectivement l'agriculture potentielle spatiale, la production d'oxygène, les photobioréacteurs, la culture de microalgues est assez centrale à tout ça, puisque de la spiruline à d'autres types de microalgues, ça prend beaucoup moins de place que des plantes, et donc effectivement, l'étude du ver marin, ce n'est peut-être pas le ver qui sera la spiruline de demain, mais ce sera un moyen de comprendre un peu mieux les fonctionnements et des symbioses et des systèmes microécologiques algales. Donc ça c'est un des objectifs importants pour nous. En termes, on va dire, plus artistiques, on s'intéresse à l'idée de développer un parallèle de ce container qui serait dans l'ISS, un container plutôt plus critique, qu'on appelle critical container, et donc qui serait là plutôt d'une forme d'installation qui nous permettrait
évidemment de ramener ces questions d'écologie spatiale, mais également d'écologie terrestre, c'est-à-dire si l'espèce, on l'étudie, elle va nous apprendre beaucoup sur l'évolution du vivant, les symbioses marines, l'impact climatique, etc. Donc on veut pouvoir, à travers ce projet, également développer tout un ensemble critique dans des contextes plus artistiques. C'est aussi une machine narrative importante, et donc on envisage aussi de travailler dans différents contextes de fiction spéculative, travail avec des enfants ou des scolaires sur des contes ou des livres sur ces questions-là. On travaille évidemment sur la publication de papiers scientifiques et de documentation open source. Voilà, donc on a une approche, on va dire, frugale de la science sur ces projets-là. Et voilà, je vais peut-être prendre 5 minutes si vous avez des questions, parce que c'est assez complexe, alors j'essaye d'aller un peu vite, et moi-même, comme le projet est en cours de développement, peut-être que vous auriez des questions à me demander. Oui. Merci pour les questions. On n'a pas beaucoup d'infos qui nous laissent poser. Deux questions immédiates. Oui. La première, est-ce que ça se mange? Et deuxième question, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à savoir combien de temps il vit? Alors, est-ce que ça se mange? L'animal produit j'ai oublié le nom scientifique, mais quelque chose de soufré qui fait que c'est assez répulsif pour se défendre dans l'environnement. Les oiseaux, par exemple, et les mouettes qui n'ont pas du tout envie de manger ça. Si on essaye de le goûter, c'est pas bon. Peut-être alors sur la question de la durée de vie, parce que l'espèce, elle est encore à découvrir, il y a encore beaucoup d'éléments à découvrir, notamment sa durée de vie. Comme c'est une animal plante, on a du mal à évaluer sa vie en tant qu'animal. Il y a des phénomènes, il y a des effets de décomposition très rapides aussi. D'un seul coup, il peut y avoir une extinction massive de la colonie parce qu'il y a eu ou trop de soleil, ou l'eau est trop chaude d'un coup, et la durée de vie exacte de l'espèce, on a du mal à la connaître. On pense que, par exemple, au niveau alimentaire, on pense qu'il y a des poissons fouisseurs qui vont en manger, mais on n'est pas certain. Donc il y a encore beaucoup de choses à trouver. Quand je disais qu'il y avait la discontinuité sur la recherche, pendant un certain nombre d'années, ça n'intéressait plus personne, et puis là, c'est vrai que depuis 20 ans, il y a de nouveau des études. Voilà, mais on peut imaginer effectivement produire de la protéine, mais ce n'est pas non plus... ce ne serait pas forcément la priorité ou l'efficacité de la quantité de protéines produites. Oui. Pourquoi dites-vous alors que c'est la spiruline de demain? Alors je disais... la spiruline, les protéines, ça se mange. Oui, bon, quand je disais spiruline, c'est... donc à l'ESA, au programme Mélissa, ils ont beaucoup étudié la spiruline. Depuis déjà une dizaine d'années, ils travaillent beaucoup sur comment on produit, comment on cultive, comment justement on fait de l'alimentation. Donc c'est vrai que cette année, il y a eu des discussions sur est-ce que c'est une espèce qu'on pourrait étudier, quand je dis spiruline demain, est-ce qu'effectivement c'est intéressant pour les protéines, est-ce que c'est intéressant pour la production d'oxygène? On n'est pas franchement convaincu, mais il y avait des discussions à cela. En tout cas, c'est que étudier cette espèce permettra de comprendre aussi un peu mieux les microalgues. Enfin, vous voyez, c'est la relation, comme c'est un symbiose microalgue animal, en étudiant le comportement de l'animal avec son microalgue hôte, on va étudier l'espèce microalgale qui vit avec lui, et ça, ce sera un élément de meilleure compréhension pour les photobioréacteurs, pour la production de spiruline, de mieux comprendre le vivant autour de ces questions de microalgues. C'est clair ce que je dis? Pas trop? Non, mais ils étudient toutes les possibilités, donc ça devient un modèle biologique intéressant. La spiruline, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une fin en soi non plus. En même temps, ils étudient comment produire de l'oxygène avec ces photobioréacteurs. Bon, voilà. Mais est-ce qu'on va faire des photobioréacteurs avec des petits verres? Peut-être pas. Mais si on comprend le fonctionnement du verre, peut-être qu'on pourra améliorer les photobioréacteurs. Si on comprend le fonctionnement du verre et des microalgues, peut-être qu'on pourra améliorer ou s'intéresser à d'autres microalgues que la spiruline pour faire avancer les projections qu'on peut se donner dans ce domaine-là. C'est plus clair? Non, pas vraiment. Les photos aussi, la spiruline. Disons que
la culture de spiruline, la culture de microalgues ou de cyanobactéries a besoin de lumière de toute façon. Ce n'est pas un animal au départ. Non, ce n'est pas un animal, mais cet animal plante a une algue en lui. Donc il est soumis au même protocole que des recherches sur des microalgues. Ouais. Je sais pas si c'est une question, mais par rapport à l'histoire de l'espèce, est-ce que vous avez une idée parce que ça a l'air très très archaïque comme espèce, vivante. Du coup, on peut considérer que cette symbiose entre l'algue et l'animal, ça débute dans un passé extrêmement lointain. Avant qu'il y ait des végétaux sur Terre, par exemple, ou pas Avant qu'il y ait des végétaux. Par rapport à l'histoire de je ne suis pas biologiste donc là. Mais justement, c'est pour ça que je pose la question. Mais ouais. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est seulement à la fin du 19e qu'on commence à s'intéresser à cette espèce-là, qu'on n'a pas observée avant, qu'elle commence seulement à être décrite à ce moment-là. Si on pense symbiose et endosymbiose, chez l'Humargulis, c'est l'apparition du vivant sur Terre, c'est la symbiogénèse, c'est l'arbre, ce n'est plus un arbre d'évolution verticale, de phylogénie, par la reproduction, c'est aussi un transfert latéral de gènes, donc maintenant aujourd'hui on ne peut plus avoir une vision de l'évolution selon l'arbre. Aujourd'hui c'est un X et un Y, il y a le transfert latéral de gènes, il y a les symbioses, il y a des espèces qu'on a prouvé toujours à la station biologique de Roscoff que les Japonais avaient intégré un gène de l'espèce algue nori qui entoure les maquis dans leur microbiote, dans leur patrimoine génétique. Donc il y a eu un transfert latéral de gènes, ça ne s'est pas fait par l'hérédité. Donc aujourd'hui, si on regarde les arbres d'évolution, on est obligé d'intégrer ce transfert ou de gènes ou des symbioses aussi également, ces symbiogénèses qui sont aussi interespèces dans l'évolution. Donc ça transforme complètement, enfin je veux dire, le transfert latéraux de gènes, les OGM, c'est toujours Margulis à la fin des années 90. Immédiatement, on s'est dit, de là on peut faire du forçage, du transfert de gènes, et on crée des organismes génétiquement modifiés, en passant un gène d'une autre espèce, d'un animal à un végétal. Mais donc, pourquoi je disais ça? Oui, donc, sur la théorie de l'endosymbiose, les symbioses marines, c'est effectivement sous-primordial, etc., les premiers à l'origine du développement des espèces. Oui. Vous êtes artiste et ça fait longtemps que vous travaillez en relation avec la science. Vous voulez savoir qu'est-ce qui vous intéresse, la dimension formelle, c'est la dimension fictionnelle? Oui. En tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous... Ce que je disais brièvement, c'est la machine narrative, la question de l'écologie, l'évolution, là, ce que justement on va parler de ça, qu'on ne peut plus regarder l'évolution verticalement, mais qu'on doit aussi l'aborder horizontalement. Donc c'est aussi des changements de paradigme pour comprendre le vivant, et si on peut comprendre un peu mieux le vivant, on peut comprendre un peu mieux l'écologie actuelle. C'est vrai qu'art écologie, tout à l'heure il y avait Nathalie Blanc, mais c'est tout à fait un domaine qui m'intéresse. Donc la question de machine narrative, la question de l'art de développement, tout simplement, d'être capable de développer un projet complexe en travaillant avec des scientifiques, des agences spatiales, des designers, des biologistes, pour moi c'est une pratique artistique aussi, le développement du projet. Et puis on est sur un projet à plusieurs années, et donc là on est dans une phase très scientifique du projet. On va voir à un moment donné, quand le projet sera assis scientifiquement, on pourra à ce moment-là aussi amener un peu plus de développer un peu plus certaines dimensions artistiques. À vrai dire, on bouillonne un petit peu là sur l'artistique, mais les scientifiques disent non, il faut qu'on sécurise, parce que si ça prend pas, il y a des projets du tout. Donc c'est vrai qu'on est très sur la science actuellement, mais donc oui, la question de pouvoir développer un container critique, une machine narrative, une installation de bioart, en parallèle de la mission proprement dit dans l'ISS, mais aussi dans des installations. Donc, on a déjà fait une première en mois de juin, mais de pouvoir amener cette question de biologie d'évolution, problématique écologique, amener la question de la symbiose un peu sur le devant des discussions. C'est pour ça que je parlais aussi du Cthulhu-Cène de Donna Haraway. On est entre le Cthulhu-Cène, le marin vers le spatial.
J'avais aussi peut-être côté science-fictionnel hein, ou prospectiviste. Lynn Margulis, elle était mariée à Carl Sagan, l'astronome, astrophysicien, qui a notamment envoyé la mission, fait les plaques là, de la mission Voyager. Et avec son fils, donc Dorian Sagan, elle a écrit l'univers bactériel, et c'est vrai qu'elle consacre plusieurs pages à cette espèce marine bretonne dans ce livre. C'est aussi quelque chose qu'a abordé Stéphane Elmraj, qui est anthropologue au MIT, donc, qui a fait ce livre Alien Ocean sur les... Il s'intéresse aussi à donc, la Green Blue Révolution, ou cette nouvelle vision du vivant par l'étude du marin. Et puis on trouve aussi chez Kim Stanley Robinson, où ils vont, comme dans, j'ai oublié de mentionner, mais Margulis, elle parle de Homo photosyntheticus. C'est une sorte de vision, projection un peu futuriste ou transhumaniste du vivant, où d'un coup on pourrait peut-être devenir moins dépendant de l'alimentation à travers, elle parle de transformation génétique, pour devenir un peu plus, peut-être des petits hommes verts. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la SF de Kim Stanley Robinson, qui parle de tatouage, de microalgues, où on pourrait se faire la photosynthèse. Donc c'est des domaines de prospective qui peuvent nous intéresser, et c'est un outil critique aussi sur la question de la conquête spatiale et de l'industrialisation actuelle, qui revient sur des technologies des années 60, hein, réutilise le kérosène, etc., dans la libéralisation américaine. Donc d'amener la question aussi écologique un peu au cœur du champ spatial, pour voilà, essayer de venir amener un peu de poil à gratter dans le milieu de la recherche spatiale. Voilà. Peut-être il est temps que... Vous avez d'autres questions? Sinon, je crois qu'il est temps de s'arrêter. On va s'arrêter là. Mais vous pouvez continuer à parler entre vous. Merci. Et puis, je suis tout à fait partant pour continuer à discuter.